Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons nous pencher sur la fiducie, un outil, un instrument juridique méconnu en France. Alors là même que vous le verrez dans quelques instants, il existe sous des formes peut-être diverses depuis le Moyen-Âge, mais qui a été introduit sous sa forme actuelle comme notion dans le droit français en 2007. La fiducie, un outil qui peut être utilisé dans le cas de la gestion de votre patrimoine. Et c'est pour cela que nous avons le plaisir de vous recevoir en plateau Didier Poulmer, avocat fiduciaire au barreau de Paris. Bonjour Didier Poulmer. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, mais aussi Florence Estieni, avocate au barreau de Paris. Bonjour Florence Estieni. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes tous les deux auteurs du livre La fiducie pour les nuls qui s'affiche à l'écran. Il y a dedans un certain nombre de clés pour comprendre ce que c'est que la fiducie, mais aussi finalement l'utilisation de cet instrument juridique, que ce soit pour la gestion d'actifs, la gestion de son patrimoine, parfois aussi la transmission ou la donation d'un certain nombre d'actifs, et également un sujet pour les entreprises. Je vois que vous voulez déjà réagir, je pense qu'il y a peut-être une petite erreur dans mon introduction. On va commencer peut-être par définir ce que c'est que la fiducie. Et Florence Estieni, je disais en introduction que ça existait depuis le Moyen-Âge. Bon, je ne l'ai pas inventé, vous me l'avez dit juste avant l'émission. La fiducia ça existe depuis quand ? La fiducia. La fiducia, oui, d'accord. La fiducia qui est un reste, si vous voulez, du droit romain. D'accord. Donc la fiducie existait au temps du Moyen-Âge, surtout pour les chevaliers qui partaient en Terre Sainte et qui décidaient de confier donc leur patrimoine et le soin de leur famille à un homme de confiance. D'accord. Il y a vraiment cette idée de confiance dans la fiducie. C'est vraiment ce sujet. Fiducia en latin, ça veut dire confiance. D'accord. Donc, ouais. Oui. Donc il y a cette idée de trouver un intermédiaire de confiance. Et au Moyen-Âge, en fait, ce qu'on voyait, c'est que le chevalier qui avait des terres, qui avait des biens, en fait, faisait appel à un intermédiaire de confiance pour la gestion de ses actifs, de sa vie, le temps de son absence. Oui, tout à fait. Donc ça c'est la notion, j'ai envie de dire, de base. C'est ce qu'on peut retrouver de plus proche dans l'histoire, de plus proche de la fiducie actuelle. Exactement. Et alors, cette fiducie actuelle, on va peut-être pouvoir la définir, peut-être avec vous, Didier Poulmer, avocat fiduciaire au barreau de Paris. Qu'est-ce que c'est que la fiducie, si c'est possible, avec les notions juridiques, en mots simples pour les gens qui nous écoutent ? Alors, c'est effectivement une loi de 2007, aujourd'hui codifiée à l'article 2011 et suivant du Code civil. C'est assez simple, c'est une opération qui permet à toute personne, qu'elle soit physique ou morale, donc entreprise ou particulier, de transférer des actifs, donc, ou des droits ou des biens, à un fiduciaire ou à plusieurs fiduciaires, en vue de leur permettre d'exercer une mission fiduciaire. D'accord. Donc on transfère quelque chose, mais pour lui permettre au fiduciaire d'exécuter une mission. D'accord. C'est un transfert de propriété qui est affecté à une mission. Donc on revient finalement à ce tiers de confiance ou à cet homme de confiance, en l'occurrence au Moyen-Âge, à qui on transfère sa maison et ses biens en disant tu les administres en mon absence. Donc là c'est un exemple qui pourrait fonctionner encore aujourd'hui avec la définition actuelle de la fiducie. Tout à fait, hein, c'est l'idée. Alors, c'est une technique très simple, puisque ce n'est qu'un contrat. Donc, il suffit pour donc mettre en place une fiducie, créer une fiducie, de signer un contrat avec un fiduciaire. Et la personne qui est donc titulaire de ses droits ou de ses biens les remet, les transfère en propriété, mais le temps du contrat de fiducie. D'accord, donc il y a forcément une durée déterminée dans la fiducie. Tout à fait. Mais alors, le législateur est allé assez loin, puisqu'on peut le faire quasiment pour 1 heure jusqu'à 99 ans. Donc, d'accord, voyez, c'est un transfert qui peut être de longue durée. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un contrat de fiducie pendant 1 heure ? Il y a des exemples concrets. J'en ai pas trop vu, mais comme il n'y a pas de durée minimale, on peut le faire, exactement. Alors, Florence Estieni, OK, on peut transmettre à un tiers de confiance, effectivement, sur une durée déterminée, via un contrat, un certain nombre d'actifs. À quoi est-ce que ça peut nous servir quand on est entrepreneur ou à la tête d'un patrimoine et qu'on a cet outil à disposition ? Comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser ? Alors, c'est un peu difficile de répondre à votre question parce qu'il n'y a pas une utilité de la fiducie. Il y en a des dizaines, des centaines, et même, je dirais que c'est à la libre appréciation de l'imagination du juriste. D'accord. Et des situations qui nous sont proposées. Et d'ailleurs, nous invitons toute personne qui pense que la fiducie peut les intéresser à venir nous soumettre leur idée de fiducie et on leur dira la faisabilité ou pas du projet. D'accord, c'est quelque chose qui est en construction, quoi. Mais si vous voulez des exemples concrets, ça peut être une fiducie sûreté pour financer, refinancer. Alors déjà, effectivement, il y a 2 types. Il y a la fiducie gestion et la fiducie sûreté. Alors déjà, on peut peut-être redéfinir les deux pour expliquer dans quel cadre se trouve l'un ou l'autre, pour comprendre un petit peu comment on évolue dans cette fiducie. Alors, la fiducie gestion, c'est une fiducie qui sert justement à administrer un patrimoine, sécuriser un patrimoine. D'accord.
La fiducie sûreté, c'est une fiducie qui est adossée à un prêt ou à un financement et qui permet donc à un créancier d'avoir de meilleures garanties qu'avec les autres sûretés réelles traditionnelles, type hypothèque, gage, etc. Parce que, alors dans le cas de la fiducie sûreté, ça veut dire qu'on va signer un contrat et on va apporter des garanties via ce contrat, c'est ça? Ou comment est-ce qu'on va avoir des meilleures garanties que via une hypothèque? Alors vous avez deux types de fiducie sûreté. Vous avez la fiducie avec entiercement et la fiducie sans entiercement. D'accord. Ça veut dire que dans un cas, vous avez le fiduciaire qui est le prêteur et dans un autre cas, vous avez un fiduciaire qui n'est pas le prêteur. Alors le fiduciaire, oui, d'accord. Ouais. Et dans la fiducie sûreté, vous avez un organisme de crédit ou une personne privée qui va vous financer une opération. Pour qu'elle vous finance votre opération, vous allez transmettre un actif. D'accord. Cet actif, il sera géré par le fiduciaire. D'accord. Et si le prêt est remboursé, il n'y a pas de souci. Le constituant récupère son bien à la fin de la fiducie. D'accord. Si en revanche, et c'est là où ça peut être intéressant de faire appel à un fiduciaire, il y a un accident de paiement, enfin bref, un incident de paiement, dans ce cas-là, eh bien, le fiduciaire va décider ou non de voir si les conditions de la réalisation sont présentes, de façon à ce que le bien soit vendu, que le créancier soit désintéressé. S'il reste un reliquat, ça va au constituant. D'accord. L'idée, c'est que... Le constituant, c'est celui qui a effectué le prêt, c'est celui à qui on a prêté de l'argent, pour le coup. Oui. Et la fiducie sûreté est intéressante, et surtout post-Covid, parce qu'on sait que beaucoup d'entreprises vont être en besoin de refinancement. D'accord. Et la fiducie sûreté offre les meilleures garanties pour le créancier et à la fois un produit, enfin un outil juridique moins onéreux, par exemple, que l'hypothèque. Alors, je caricature volontairement pour qu'on soit sûr de comprendre le mécanisme, mais ça veut dire que je vais mettre, mettons, ma maison en gage pour emprunter de l'argent. Alors, j'utilise le mot gage volontairement. C'est pas le bon. Parce que justement, vous allez peut-être m'expliquer en quoi c'est différent de ce mécanisme. En fait, je la mets en gage de ma bonne foi vis-à-vis de ma capacité à rembourser un prêt via un contrat de fiducie. Et si jamais tout se passe bien, je récupère donc ma maison. Si jamais ça se passe mal, là, c'est à l'appréciation du fiduciaire de décider si on vend effectivement la maison pour rembourser ou si on trouve d'autres mécanismes pour trouver une solution. Je veux que vous vouliez réagir, Didier Poulvert. Le mot gage vous a pas plu. Non, c'est pas le gage. Effectivement, c'est un transfert en fiducie, donc c'est différent du gage. Non, là où il n'y a pas d'appréciation, c'est que le contrat de fiducie fixe les règles du jeu. C'est-à-dire, c'est le contrat de fiducie qui va indiquer, en cas de défaillance de l'emprunteur, les conditions dans lesquelles, éventuellement, le bien peut être... toutes les règles du jeu sont fixées dans le contrat de fiducie. Comme une sorte d'arbitrage, finalement. Tout à fait. Mais on saura à quel prix ça peut être vendu. C'est ce qui fait la force de la fiducie, c'est qu'on peut donc envisager dans le contrat les différents scénarios, les différentes hypothèses, et donc il n'y a pas d'aléa. Donc c'est un outil extrêmement simple, mais très sécurisé. Mais alors, en quoi, pour bien comprendre, en quoi c'est mieux ou en tout cas différent d'une hypothèque ou d'un gage? C'est parce que on peut vraiment tout définir au moment du contrat, donc c'est plus libre dans l'appréciation, dans la rédaction du contrat? Alors, on fait du sur-mesure, ça c'est évident. Et alors, la grande différence, notamment par rapport à l'hypothèque, c'est que pour mettre en jeu une hypothèque, vous allez devoir recourir au juge. Là, en fiducie, ça se passe sans la justice. D'accord. C'est vraiment parce que c'est contractualisé. Tout à fait. Et pour vous donner des exemples concrets, parce qu'il faut pour renseigner les spectateurs dire comment ça marche, une entreprise qui aujourd'hui a besoin de liquidité et qui trouve par exemple quelques difficultés à aller sur le marché financier ou autre, peut tout à fait, si elle est propriétaire de son siège social, transférer son siège en fiducie et obtenir un financement en contrepartie du transfert en fiducie de son siège social. Donc des murs, du bâti, c'est ça? Du bâti, elle peut le faire aussi on peut le faire avec un fonds de commerce, on peut le faire avec des stocks, on peut le faire avec des machines-outils. Donc le champ du possible, comme le disait tout à l'heure Florence, est très large. D'accord. Il faut savoir que tous les actifs, que ce soit des actifs matériels, donc stock, siège social ou autre, ou même immatériels, des droits, dès lors qu'on peut les valoriser. Bien sûr, des brevets. Des brevets, tout à fait, très bon exemple, peuvent être mis en fiducie, et c'est le plus haut niveau de sûreté, de garantie que l'on puisse offrir à un prêteur. D'accord. Donc nous, la fiducie, c'est la reine des sûretés. Donc les prêteurs, surtout dans le contexte actuel, comme le disait Florence, sont très sensibles à ce plus haut niveau de garantie. Alors justement, j'allais poser la question, parce que Florence, vous avez donné l'exemple effectivement post-Covid, alors notamment il y a un certain nombre de prêts à rembourser, des PGE ou autres. Est-ce que si demain, je suis un entrepreneur, je suis à la tête d'une PME ou d'une ETI, je vais voir mon organisme bancaire, ma banque, et je vais lui dire, écoutez, moi j'ai besoin de vous emprunter encore de l'argent, mais cette fois-ci on va passer par un contrat en fiducie. Est-ce que les organismes prêteurs sont conscients de ce mécanisme et du coup entendent ce mécanisme alternatif par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire pour le coup?
C'est sûr que d'où l'idée de cet D'où ouvrage. l'idée pédagogique, ouais, c'est ça. D'où l'idée de cet ouvrage, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus d'acteurs économiques, financiers, qui connaissent cette pratique, mais elle est encore très marginale aujourd'hui. D'accord. Mais c'est sûr que un entrepreneur qui se dit, voilà, je dois rembourser mon PGE, j'ai d'autres dettes, est-ce que je ne peux pas restructurer et refinancer par fiducie sûreté ? La réponse, c'est oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, mécaniquement, c'est possible, juridiquement, c'est possible. Voilà. Après, commercialement, c'est à voir à l'appréciation de... Un avocat fiduciaire ou un avocat qui est spécialisé dans la fiducie ou éventuellement ces organismes bancaires financiers. Mais généralement, ça n'intéresse pas les organismes bancaires et financiers, que ce soit l'entrepreneur directement. Ça, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on passe encore par les avocats. Parce que l'avocat fiduciaire serait le fiduciaire du contrat et c'est celui qui pourrait arbitrer, entre guillemets, dans le cas où il y aurait un litige. C'est un contrat tripartite. Exactement, c'est un contrat tripartite entre le prêteur, l'emprunteur et le fiduciaire. Le fiduciaire n'arbitre pas, encore une fois. Il exécute ce qui est marqué dans le contrat. Indiqué dans le contrat. En revanche, c'est vrai qu'il est un opérateur indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'avocat ni du prêteur ni de l'emprunteur, et il intervient comme garant de la bonne exécution du contrat de fiducie. Mais c'est un outil qui à notre sens, va se développer. Vous avez des grands acteurs financiers qui le font déjà. La Caisse des dépôts et consignations est aussi fiduciaire. Donc vous avez, je pense, dans les mois et années qui viennent, surtout dans le contexte un peu de redéploiement de l'économie dont on parle beaucoup, la fiducie va jouer nécessairement un rôle. Vous avez peut-être vu comme moi que dans le dossier Pierre et Vacances, il y aurait sans doute une fiducie. D'accord. Donc on voit que c'est un outil d'une très grande modernité. Et donc là, vous avez mentionné la Caisse des dépôts et de consignation qui pourrait prendre le rôle de fiduciaire pour le coup, de tiers partite dans des contrats. D'accord. La caisse est déjà. Il y a une autre fiducie qui existe, et alors il nous reste un petit peu de temps pour la traiter, c'est la fiducie gestion, Didier Poulmer. Alors là, cette fois-ci, c'est pour gérer, en fait, c'est bien, tout simplement, on peut utiliser des contrats de fiducie. Alors là, en fait, concrètement, comment est-ce que la fiducie va nous servir pour gérer nos biens ? Donc nous ne sommes pas, des gestionnaires de patrimoine au sens où on l'entend, les CGP, etc. C'est une activité qui est réglementée. On intervient, nous, comme fiduciaires, dans des situations où on va demander à l'avocat fiduciaire d'exécuter une mission parce que soi-même, on ne sait pas, on ne peut pas, on n'a pas le temps, on n'a pas les compétences. On a des exemples, nous, ils sont publics, donc je peux les citer, de situations d'investissement dans lesquelles il y a eu une très grande collecte d'argent auprès du public. L'entreprise va mal, elle peut être mise en procédure collective. On a été amené, nous, en tant que fiduciaires, à intervenir, donc à regrouper les actifs qui ont été transférés en fiducie pour permettre aux actionnaires d'exercer notamment leur droit de vote. D'accord. Donc vous avez deux grands dossiers de la place qui sont connus. Le dossier Maranatha, qui était le groupe hôtelier qui a été au final en procédure collective, où on a regroupé en fiducie les actionnaires. Et on l'a fait plus récemment dans un dossier Bio C'est Bon, où là aussi, le groupe de C'est Bon s'était constitué avec beaucoup d'investisseurs particuliers. Bien sûr, on a regroupé en fiducie les actifs, donc il y avait à la fois des titres et des créances, et on représente en fait ces investisseurs dans le cadre de fiducie. Et donc ces gens-là... Donc ces investisseurs qui, pour le coup, dans le cadre de Bio C'est Bon, s'estiment lésés, donc après il y a une procédure en cours, donc on ne va pas rentrer là-dessus, mais donc en fait tous ces investisseurs sont regroupés au sein d'une même fiducie. Alors, ils ne le sont pas tous parce qu'il y en a une beaucoup, majorité. Mais en tout cas, on a essayé de regrouper le maximum de gens parce que autant individuellement, ils ne sont pas grand-chose dans ces procédures-là, on ne peut pas vraiment les recevoir, etc. On a pu, nous, en tant que fiduciaire, être désignés comme contrôleurs de la procédure. Et puis comme il n'y a pas de class action en France... Alors il y en a, elles sont assez compliquées, mais voilà une illustration simple de la manière dont ça peut être utile, c'est quand on ne peut pas agir, le fiduciaire peut agir pour vous. Et alors pour finir, il reste quelques secondes, Florence Estieni, la fiducie est souvent comparée à un trust. Est-ce que, donc trust c'est dans le droit anglo-saxon, est-ce que c'est la même chose ? Je dirais que la France utilise souvent les instruments juridiques qui proviennent d'ailleurs de façon particulière. C'est-à-dire qu'en fait... À la française. À la française. C'est un fiducie à la française. Mais on pourrait dire la même chose du trust land québécois qui sert à protéger, par exemple, les forêts, les grands espaces verts, etc. Donc je dirais que il y a des utilités qui peuvent qu'on peut aller chercher comme exemple dans d'autres pays, mais la fiducie, aujourd'hui, qui se développe le plus, c'est la fiducie sûreté, un peu à l'exemple de ce qui se passe en Allemagne et en Suisse, parce que c'est vraiment le transfert de propriété qui est recherché.
Voilà. Merci beaucoup Didier Poulmer, avocat fiduciaire au barreau de Paris. Merci Florence Estieni, avocate au barreau de Paris. Donc tous deux auteurs de la fiducie pour les nuls, où vous retrouverez beaucoup plus d'informations dans cette émission sur le mécanisme de la fiducie. Et vous pouvez trouver également des informations sur la chaîne YouTube de Florence Estieni. Vous avez une chaîne YouTube sur le sujet où vous détaillez en vidéo également tous ces mécanismes de fiducie. Quant à nous, on se retrouve demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart.